Bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. Aujourd'hui est un épisode spécial. C'est un épisode spécial. Je reçois mon tout premier invité du podcast. Ça se fête. Clairement, ça se fête. C'est l'épisode 7. Et en plus, 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc du coup, on commence bien. Juste pour te prévenir, le son sera de moins bonne qualité. On a fait l'enregistrement sur Zoom, donc ça a baissé la qualité. C'est le tout premier enregistrement que je fais de la sorte. Du coup, je suis vidéaste, je suis pas ingénieur du son et ça se voit. Donc, pardonne-moi pour ça, excuse-moi pour ça, mais concentre-toi, ne te laisse pas distraire par ça parce que vraiment, il y a un max d'informations dans cet épisode. Je t'encourage à prendre une feuille, à prendre un stylo et à noter. Que tu sois débutant ou expérimenté, que ça fasse 2 mois que tu sois dans ton activité ou 5 ans, 10 ans, 15 ans, je pense qu'il y aura toujours quelque chose que tu pourras apprendre dans cet épisode. Loïc est un vidéaste depuis quelques mois, mais la maturité qu'il met dans son activité est incroyable. Et personnellement, ça m'impressionne énormément. Être vidéaste, n'est pas son premier business, on le verra. Et je vais te dire à peu près de quoi on va parler dans cet épisode. On va parler des fondements à connaître pour devenir vidéaste, de la trésorerie et des finances en tant que vidéaste, comment trouver des clients sur LinkedIn, construire un business lifestyle, donc en gros avoir un contrôle sur ton activité, comment définir tes tarifs et adapter ta personnalité à ton business et encore plein d'autres choses. C'est une discussion très riche, une discussion très intéressante. Je remercie encore Loïc qui a donné un max de valeur dans cet épisode. Sur ce, on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Loïc et merci à toi d'être là dans Un café avec un vidéaste. Tu es le premier invité, le tout premier invité du podcast. Je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser te présenter à peu près ton nom et ce que tu fais en tant que vidéaste. Ok. Alors moi, je m'appelle Loïc, je suis basé à Bordeaux et j'aide les entreprises en croissance, donc principalement du coup à Bordeaux et en Gironde, à se développer, à gagner en visibilité grâce au support vidéo. Donc voilà, je travaille principalement avec des entreprises et j'ai 3 offres, la partie vidéo d'entreprise, la partie capsule vidéo, la partie interview. Voilà, ça c'est pour la partie assez courte, sans rentrer dans mon parcours, l'histoire et tout. Ok, super. Super intéressant. Et en fait, ce que j'aimerais bien savoir au début pour commencer, c'est Ouais. quel est ton parcours en fait? Quelle étude tu as fait? Est-ce que tu as été salarié avant? À peu près, quel est ton parcours? Ok. Alors, je m'attendais un peu à cette question et en plus, j'ai même pas préparé. Donc, du coup, j'espère ne rien oublier. Globalement, alors pour le faire avec des dates, donc ça a démarré en 2014. Donc en 2014, j'ai eu un BTS communication. Moi, de base, en fait, je viens pas de la vidéo, je viens de la communication et après marketing, web marketing. Donc après ce BTS communication en 2016, j'ai fait un master 1 responsable de communication, toujours pour rester dans la même thématique. Et c'est là où je suis arrivé à Bordeaux, du coup. J'ai bien aimé le secteur, mais il manquait. Donc j'étais vraiment dans la com très B2B, enfin corporate. Et il manquait vraiment, il n'y a pas eu tout la partie web marketing. Donc je me Ouais. suis dit, on va se spécialiser dans ça. C'était en 2017. Bon, on était déjà, la vague avait déjà commencé, mais on était déjà sur cette vague où il y avait des nouveaux métiers, il y avait des choses qui se faisaient dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, on va se spécialiser là-dedans, vu qu'après, moi, je voulais bosser en agence en tant que chef de projet. Je me suis dit, ça servira toujours d'avoir cette casquette-là en fonction des projets. Donc en 2017, si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai eu mon master 2 en web marketing digital et réseaux sociaux. On en rallonge pour dire pas grand-chose en fonction de tes expériences, mais bon, un diplôme quand même, important en France. Et du coup, donc là, ça marquait, donc ça, c'est mon parcours scolaire en diagonale, ça marquait la fin de mes études. Et sur mes 3 dernières années, en fait, j'ai bossé 3 ans en agence, une agence audit conseil, donc toujours à Bordeaux, tout ça, hein.
audit conseil, une agence qui faisait de la production de sites, principalement sur WordPress, et une agence conseil, voilà, vraiment juste la partie stratégie. Donc, trois expériences, mais finalement, en fait, je me sentais pas à l'aise dans ce format de salarié, mais je savais pas forcément ce que je pouvais faire d'autre. Donc, pour donner une image, j'avais l'impression d'être un rond dans un triangle. Ça passait pas, et ça passait pour tout le monde, mais ça passait pas pour moi. Donc, c'était très frustrant. Ça a été des années très, très compliquées à galérer à savoir ce que je voulais faire. Parce que pour moi, le travail a quand même une place importante. Hmm. Et je me suis dit, si j'arrive pas à trouver ma place en tant que travailleur, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc, je me suis dit, tes études sont finies. Tu n'as jamais fait d'année sabbatique. Il y en a qui le font des fois après le bac, le BTS ou autre. J'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas partir en voyage et peut-être que ça va t'aider à t'ouvrir l'esprit. Donc, en 2018, je suis parti seul. Alors, il y en a qui choisissent le Canada, l'Australie, enfin, des destinations un peu atypiques. Moi, pour le coup, j'ai fait très atypique. Je suis parti à Dublin, en Irlande. Je ne sais pas si tu es déjà allé vers Non, là-bas. pas du tout. Voilà. Et du coup, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Et pour des raisons perso, je suis allé plutôt à Dublin, j'y suis resté plusieurs mois. Et donc, je suis parti seul. C'était vraiment l'objectif voilà, d'être seul et je pensais trouver mes réponses. Et j'en ai trouvé une partie. Et durant ce voyage, en fait, souvent, bah, voilà, quand tu es à Dublin, il fait pas beau, tu peux aller écumer les pubs, etc. Puis un jour, je me suis dit, on pourrait peut-être faire d'autres choses quand même. Et je me suis dit, bon, mais toutes les compétences que tu as acquises depuis ton BTS, tu pourrais peut-être les intégrer dans un blog. Et donc, l'idée m'est venue comme ça. J'ai ouvert un blog et j'ai rédigé petit à petit des articles donc, sur tout ce que j'avais appris. Et première erreur, il n'y avait aucun axe, aucun positionnement. Mais bon, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Et j'ai rédigé des articles sur tout ce qui était communication, marketing, etc. Et finalement, mais ce blog de fil en aiguille, après on en reparlera peut-être, m'a amené mon premier client. Et donc fin 2018, donc je suis rentré de Dublin et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de rentrer de voyage, c'était un petit peu ouvert l'esprit. Option 1, tu repars dans le salariat. Option 2, bah, tu essaies de monter ta boîte, de faire quelque chose. À cette époque-là, j'avais encore Pôle emploi. Donc, je me suis dit, allez, on va se tenter, on va monter sa boîte. Et du coup, ben, j'ai commencé voilà, en tant que freelance. Je pense qu'on reviendra un peu plus sur cette partie-là. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai poursuivi, j'ai expérimenté pas mal de choses. Au tout début, j'étais plutôt dans l'infoprenariat, donc la vente de formation. Euh, Pas dans un domaine de niche, mais dans tout ce que j'avais appris un peu. Ce n'était pas forcément un choix pertinent, mais j'ai appris beaucoup de choses sur la vente, le marketing, tout ça. Et petit à petit, voilà, j'en suis arrivé au freelance et je me suis spécialisé, disons, fin 2019 sur la partie vidéo. Donc voilà un peu en diagonale parce que ça pourrait être beaucoup plus long. On pourrait faire un podcast que sur ça, mais ce n'est pas forcément l'intérêt. Il faut apporter de la valeur aux gens aussi. Donc voilà un petit peu en diagonale mon parcours. C'est hyper intéressant parce que déjà, je note plusieurs choses. C'est Ouais. que tu as commencé par l'infoprenariat et ensuite tu es venu au freelance. Et en général, c'est l'inverse. Ouais, très juste. Alors, il y en a qui se lancent en free et du coup qui lancent des formations parce qu'ils captent que du coup on peut automatiser certaines choses, c'est vraiment pratique. Moi, j'ai fait l'inverse. De base, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, donc quand j'étais salarié, je tombais un petit peu par hasard. Je ne savais pas que ça s'appelait infoprenariat de base et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a des gens qui monétisent leurs compétences, ils créent du contenu en ligne et tout, c'est pas mal. Mais moi, je n'avais pas un domaine qui me passionnait. Je me suis pas dit, tiens, j'adore la vidéo, je vais créer du contenu sur ça. Et j'ai commencé à expérimenter. Et en fait, j'ai créé beaucoup de contenu, du contenu rédactionnel, etc. Et après, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai voulu vendre ces formations, ben, il est arrivé que la communauté que j'avais créée ne matchait pas du tout avec les produits en fait, que je voulais vendre. Parce que, pour te donner des exemples, des articles que j'ai fait, par exemple, sur la thématique Instagram, ça attire énormément de touristes et pas forcément, alors moi ça m'est arrivé comme ça, des gens qui ont de l'argent à dépenser, enfin à investir dans les formations. Donc j'ai tenté des choses, j'ai mis de l'affiliation sur mon blog parce qu'en fait mon blog, je suis arrivé à 10 000 visiteurs par mois et je me suis dit, putain, c'est quand même pas mal. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc j'ai essayé de mettre de l'affiliation avec Amazon, gros échec, j'ai dû vendre un ou deux trucs, j'ai testé des produits. Je dis pas que l'affiliation ça marche pas, c'est que moi j'ai pas Hmm. réussi. Et voilà, c'était histoire d'expérimenter. Sur la partie formation, j'ai dû vendre une petite dizaine de formations, des petits produits, des gros produits, des choses comme ça. Et en fait, j'ai vachement échoué. Et du coup, j'ai appris plein de trucs, évidemment, sur la vente, sur le marketing, sur les pages de vente, sur les produits, sur le positionnement, sur les offres, sur plein de trucs. Et du coup, en fait, c'était cette année-là, on va dire 2018, qui a été dure parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris.
j'ai pas beaucoup généré de chiffre d'affaires. Et finalement, en fait, c'est cette année-là qui m'a appris pas mal de choses. Et après, du coup, les choses sont allées beaucoup plus vite parce qu'il y avait des choses que j'avais intégrées. Donc ça a mis du temps. L'importance d'avoir un positionnement clair de niche, l'importance des offres, des cibles, voilà, des choses comme ça qui sont les bases. Et moi, j'étais en mode, je veux me faire plaisir et je veux créer du contenu pour me faire plaisir, vendre des choses quand ça me tente. Et j'étais pas dans le côté entrepreneur, vraiment avoir un business long terme. Et je pense que, et je sais pas si tu as déjà entendu ça, beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, quand tu lâches ton job et que tu as la chance, vive la France, d'avoir Pôle emploi, euh, en fait, tous m'ont dit, quand j'avais Pôle emploi, mon business, il faisait à peu près comme ça marchait, mais bon, dès que Pôle emploi était coupé, bizarrement, tu dis, OK, allez, il faut que je cherche des clients, il faut que, bim, tu commences à faire les bons choix. Et moi, ça a été mon cas. Et un an avant de plus avoir Pôle emploi, j'ai parlé à un entrepreneur qui m'a dit ça, et je lui ai dit, mais c'est débile. Tu as Pôle emploi, tu peux développer ton entreprise sereinement, c'est con de ne pas le faire, quoi. Et il me dit, tu verras, peut-être que ce sera ton cas aussi, c'est un blocage. Le fait d'avoir quasiment un SMIC, ou je ne sais plus combien je touchais, qui tombe juste en cochant 3 cases sur un site, mentalement, je n'y arrivais pas. Et donc au début, voilà, quand j'ai plus Pôle emploi, je sais pas, c'est comme si c'était le début de ma vraie entreprise. Je me Mm. suis dit, bon, il faut cadrer les choses et tout. Et c'est Clairement. là un peu que ça a démarré. Je me suis dit, bon, voilà, je vais être entrepreneur, pas que 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est toute une vie. Comment on cadre ça pour que ce soit périn, que ça tienne et que ce soit sécurisé, quoi. Ok, hyper Et intéressant. Hyper j'ai fait intéressant. cette chose-là, quoi. Et l'autre chose que je note aussi, c'est j'ai l'impression que, tu me corriges si je me trompe, que tu es devenu vidéaste, surtout pour le lifestyle. J'ai cette Alors, impression-là. euh, alors, moi, je pense qu'il y a deux types d'entreprises. Ceux qui veulent faire un empire, entre guillemets, et ceux qui veulent monter un business pour le côté lifestyle. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'avec 3 000 euros net par mois, moi, je suis à Bordeaux, je ne sais pas le cas, c'est à Paris ou dans d'autres grandes villes, tu peux très bien vivre. Voilà. Par rapport au lifestyle que je veux, tu peux très, très bien vivre. J'ai ma copine qui est comptable, donc ça m'aide à être un peu plus gestionnaire, personnellement et professionnellement. Du coup, moi, c'est plutôt le côté business lifestyle. Euh, Enfin, ça veut tout rien dire, mais en fait, moi, l'idée, c'est que par exemple, là, il fait beau, j'ai envie d'aller faire un golf, je vais faire un golf. Moi, c'est pour ça que je monte une entreprise. Et aujourd'hui, par rapport à mon loyer, à mes charges, enfin, tout ça, ça marche. Et après, le côté, donc c'est plutôt un business lifestyle que j'ai monté. Et le côté devenir vidéaste, alors en fait, donc le blog que j'ai créé m'a permis en fait de trouver mon premier client. Enfin, je pourrais te raconter après comment j'ai trouvé mon premier client. Et l'idée, c'est que ça m'a permis d'avoir un premier pas et de sortir un peu de ce côté juste vendre des formations. Et de base, en fait, ce que je vendais, c'était des articles. Et après, il y a eu une vidéo. Et en fait, cette première vidéo, c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et entre 2018 et fin 2019, j'ai fait d'autres vidéos, mais j'étais, sans le vouloir, j'étais un peu en mode agence en fait. C'est-à-dire que quand j'avais un client, je l'avais au téléphone, par mail ou autre, j'écoutais ses besoins et en fonction de ses besoins, j'établissais une propale et je répondais à son besoin. Du coup, ce n'était pas forcément de la vidéo. Et j'ai pris un coach business il y a quelques mois, avant de partir en Asie, du coup, et il m'a dit, Loïc, par rapport à ce que tu veux, même si tu veux faire qu'un business lifestyle, il faut que tu te positionnes sur une thématique. Et ça, et un truc que j'ai eu du mal à comprendre aussi, donc c'est ça. Ça, j'ai dû mettre 2 ans à le comprendre, alors que c'est pour moi une base. Euh, et j'ai mis beaucoup de mal à l'intégrer. J'avais envie de faire. Je me suis dit, je veux pas monter une boîte pour me forcer à faire un truc que je vais peut-être pas aimer dans 2 mois ou 3 mois. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je me présente aux gens, je leur dis que je fais de la vidéo pour les entreprises, etc., telle typologie d'offres. Et en fait, et ça on avait déjà parlé, en fait, c'est qu'une fois qu'il y a la relation de confiance, je suis amené à faire d'autres choses, un petit peu de conseil, un petit peu de coaching sur d'autres thématiques et surtout sur la communication et le marketing, ce qui me permet d'avoir, avec un client, en fait, même si je lui ai pris de la vidéo, je vais l'aider à mettre en avant ses vidéos. Donc, on va faire un peu de la partie réseaux sociaux. Je ne vais pas lui faire, mais il y avoir une partie conseil. Je vais l'aider à faire ci et là, etc. Et du coup, oui, je suis spécialisé en vidéo, mais à côté, il y a d'autres choses aussi qui me font plaisir et qui sont aussi créatives. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible. Je me suis dit, si tu vas faire que de la vidéo, tu vas être toute la journée à filmer et à monter, à filmer, à monter. Je dis un jour, ça va me saouler.
Donc, finalement, quand tu regardes, tu dis, je ne veux pas passer toutes mes journées à faire ça. Donc, j'ai revu mon offre par rapport aux vidéos pour me dire, je ne peux pas faire 30 vidéos par mois, ce n'est pas possible. Donc, si j'en fais tant et que je veux gagner de temps, etc., etc. Et petit à petit, j'ai trouvé mon équilibre et la vidéo, aujourd'hui, voilà, j'en fais ma spécialité, même si je fais d'autres petites choses à côté qui viennent toujours en temps de. Je ne dis pas, bonjour, je m'appelle Loïc, je fais de la vidéo, du site internet, du Facebook Ads. Non, ça, c'est pas possible. Donc, voilà, même si je ne fais pas ces choses-là, hein, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, je rencontre des vidéastes qui mettent en avant que ce sont des couteaux suisses. Mais ils le mettent en avant sur leur bio. Ils le mettent en avant et je trouve que ça les dévalorise en fait. Ça les dévalorise complètement. Plein de personnes, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou autre. Et moi, je le vois, mais je ne le critique pas parce que j'ai été comme ça longtemps et je sais que c'est dur d'en sortir. Quand c'est un truc, pour moi, ça a été très, très compliqué. Quand mon coach m'a dit, il faut que tu choisisses entre faire ça, faire ça, faire ça et faire de la vidéo, il me dit, est-ce que tu te vois aujourd'hui voilà, faire que ça? La question, je me suis dit, mais c'est affreux. C'est comme si je revenais dans une sorte de salariat, en fait, où je me bloquais dans un truc, alors que c'est moi qui me bloquais tout seul. Et en fait, je tournais le truc dans le mauvais sens. Et bizarrement, quand je me suis spécialisé dans la vidéo, comme je te dis, pour en revenir au truc, il y a d'autres choses qui me sont arrivées. Alors, c'est une minorité de projets parce que maintenant, c'est la vidéo qui prime. Mais dans la vidéo, en fait, aussi, pourquoi je choisis la vidéo? Moi, mon fil rouge dans ma vie pro, c'est la partie création, c'est de créer des choses. Quelle que soit la typologie de contenu, tu dois créer quelque chose. Donc, la vidéo, tu crées. Après, j'aime bien la rédaction aussi. Et en vidéo, bizarrement, en fait, tu dois quand même pas mal rédiger. Alors, ce n'est pas la grosse partie, mais tu dois quand même, il y a des scripts. Hors du métier, il y a beaucoup de mails. Donc, il y a beaucoup de choses à formaliser à l'écrit. Donc, finalement, j'arrive aussi à rédiger. Pour ma com perso, je fais de la rédaction aussi. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais combler ces manques, entre guillemets, soit avec des projets secondaires clients, soit dans ma com perso. Si demain j'ai envie de créer un visuel, si demain j'ai envie de faire un podcast ou autre, je peux le faire pour moi perso. Donc c'est là où j'arrive à trouver mon équilibre par rapport à ça, quoi. Donc, en plus, en fait, tu as répondu à des questions que j'allais te poser, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et ce qui est intéressant, c'est que directement, enfin, quelle est ta pensée lorsque tu décides de contacter, à moins que c'est lui qui t'a contacté, mais de contacter un coach business? Comment s'est fait ce processus en fait? Comment ça s'est fait? Déjà, ça n'a pas été. J'y pense. Ça fait longtemps que j'y pensais déjà. Je me suis dit, voilà, dans tous les domaines, sur la partie nutrition, sportif, business, perso, je vois qu'il y a des coachs dans tous les sens. Et je me dis que finalement, apparemment, il semblerait que quand tu prends un coach, ça accélère le processus, même s'il ne te dit pas des choses magiques, entre guillemets. J'en parlais récemment avec une partenaire, elle voulait prendre un coach sportif. Et elle me dit, en fait, je l'ai contacté et il m'a dit, il va me dire de faire des abdos, des pompes, des squats, du gainage et tout. Et elle me dit, j'étais choqué parce que c'est ce que je fais déjà, quoi. Et je lui dis, ouais, je sais, mais moi, mon coach que j'ai payé plus de 3000 balles, ce qu'il m'a dit, en fait, ça n'a pas. Il m'a dit, il faut que tu aies un positionnement, des offres et une cible. Tu tapes ça sur Google, tu l'as partout, partout gratuit. Mais le fait d'avoir mis de l'oseille, tu te dis, bon, je vais le faire. Et je me suis engagé à le faire. Et bizarrement, les résultats, voilà, ils ont été au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ça? Alors, déjà, c'est un coach que j'avais déjà rencontré en physique lors d'un événement, un séminaire. On avait déjà échangé. Je connaissais bien ses valeurs. Je ne connaissais pas ses prix, du coup. Et quand il m'a annoncé son prix, je me suis dit, bon, pour te dire au niveau du prix, globalement, c'était 3200 euros. Et déjà, un prix qui commence à, voilà, ça commence à être intéressant, quoi. On n'est pas un coach 500 euros l'heure, quoi. Enfin, 50 euros l'heure. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même un investissement. Sur mon compte, j'avais pas plus de 10 000 balles. J'allais partir en Asie. Donc, globalement, en fait, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoute, on va faire un paiement en 4, je crois qu'on a payé en 4 fois. Déjà, ça m'a fait un peu de bien. Je me suis dit, c'est cool. Parce que sinon, ça fait un peu mal. Et, euh, et bizarrement, tu vois, maintenant, j'aurais à reprendre ce coach, j'aurais plus la même réaction financière. Mais à l'époque, c'était ça. Et du coup, je partais 4 mois en Asie. Donc, avant de partir en Asie, en fait, j'ai signé avec lui. J'ai envoyé le premier versement et je me suis dit, bon, je suis engagé. Et en Asie, je suis parti 4 mois et globalement, là-bas, la vie est pas chère. Mais j'ai vécu un peu, voilà, je me suis fait vraiment plaisir et je me suis dit, si tu ne reviens pas, bizarrement, après il y a eu le coronavirus, je me suis dit, peut-être que tu ne reviendras pas du tout. Et ce qui n'est pas le cas, je pense. Mais voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Et en rentrant, j'ai été face à quelque chose de terrible.
C'est-à-dire que je suis parti 4 mois et pendant 4 mois, j'ai laissé mon business à l'arrêt. Mais genre, complet. Pas de posts sur les réseaux sociaux, mes missions clients étaient finies, j'ai pas fait de nouvelles, rien du tout, rien du tout. Je suis rentré en mars à peu près, donc un peu post-Covid, tu vois? Genre, en fait, je me suis chauffé, je me suis dit: «OK, tu plus de business concrètement» et ça a été un bon apprentissage aussi. Donc j'ai prospecté comme un fou et quand j'ai commencé, donc j'ai prospecté à peu près 3 semaines et direct le covid, il a commencé à pointer le bout de son nez. Donc tous les clients me disaient: «Ah, c'est pas trop, machin et tout», avec le covid. Je leur disais: «Mais non, ça va aller» et cetera et j'avais mon coach aussi à payer. Donc pas de clients, pas de chiffre d'affaires et tout, c'était un peu le bordel et en fait, je savais pas encore, mais le fait d'avoir pris un coach, d'être parti en Asie, d'avoir prospecté comme un fou, mais en fait, ça allait me donner des résultats sur toute l'année et voire plus. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive là et donc du coup, ce coach, en fait, il m'a vraiment aidé sur des trucs basiques, mais et je regrette pas de l'avoir pris à ce moment-là parce que finalement, j'étais un peu en mode comme, tu sais, quand j'ai plus Pôle emploi, je me suis dit: «J'ai plus Pôle emploi, il faut vraiment que j'y aille». Là, j'étais en mode: «J'ai un coach à payer, j'ai un loyer à payer, il va vraiment falloir envoyer» et je pense que ça a été un énorme booster parce que voilà, quand tu prends un coach à ce prix-là, tu te dis: «Bah, il faut au moins que je rentabilise ça». Ce qui est pas forcément une bonne façon de penser parce que, je me suis rendu compte qu'il allait pas me dire: «Alors voilà ce qu'il faut faire ça, ça et tu vas gagner de l'argent». On est revenu aux bases, mais le seul truc qui changeait par rapport à une vidéo gratuite ou un contenu gratuit, c'est que j'avais payé 3 000 balles. Et c'est ouf. Là, je pense que c'est de la neuroscience ou je sais pas quoi, enfin le cerveau, mais c'est ouf. Cet engagement que tu mets, et la volonté que tu as après derrière, elle est tellement pas la même et du coup, je regrette vraiment pas et là, aujourd'hui, tu vois, je pense que je vais reprendre, alors pas avec lui, avec une autre personne, j'ai peut-être quelque chose, mais globalement, un coach, voilà, moi, je recommande à fond dans tous les domaines, quand il y a besoin, même que ce soit pas de la vidéo, du business et autres, mais c'est vrai que j'ai expérimenté pour la première fois le fait que ça booste vraiment, quoi. Après, je pense qu'il y a des coachs qui sont nuls, hein, mais celui-là était bon. L'expérience est bonne. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'avais fait un atelier avec Thomas Burbidge, donc, qui a un très très bon podcast, Young, Wild and Freelance. Et c'est vrai qu'il m'a, en fait, il m'a quand même. D'ailleurs, cet atelier est devenu une formation actuellement, mais il a mis le point sur des choses essentielles. Et ayant payé, je me suis engagé Ouais, au-delà de simplement juste écouter un podcast. Parce que c'est vrai que quand j'écoute un podcast, j'ai une écoute active, je note des choses, etc. Mais malgré ça, tu payes tu pas, veux c'est pas gratuit. forcément de pression derrière ou Voilà, tu te rends même pas forcément compte des fois que ce que tu es en train d'écouter, ça peut vraiment te faire avancer dans ton business. Et là, le fait d'avoir payé, et en plus de ça, que Thomas Burbidge est un très bon coach, accompagnant, ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment permis de mieux construire mes offres, ça m'a aidé aussi dans ma démarche, etc. Ça m'a aidé à mieux comprendre mon business et progresser tout simplement. Donc, ouais, je mais c'est suis totalement d'accord avec toi. ouais, ouais, c'est clair et après il y a des différentes étapes. Tu vois, je pense que, au tout début de mon entreprise, genre en 2018, j'aurais pris un coach. Je pense que je sais pas si j'aurais eu le même résultat, puis j'avais pas le même mindset et il y a aussi, voilà, il faut qu'il y ait un feeling avec le coach, il faut que ça tout corresponde et finalement on était à un stade où voilà et en plus, on a revu des basiques, mais je pense que je sais pas si je recommanderais à quelqu'un, tu vois, qui démarre, de prendre un coach. Alors après, ça dépend du coach, ça dépend du prix, ça dépend peut-être de choses, mais je pense qu'il faut quand même avoir c'est mon avis après, hein, mais ça dépend aussi de la cible du coach. Voilà, s'il cible des débutants, s'il cible d'autres personnes. Mais moi, disons qu'il y a eu un bon feeling entre la période, le coach, ce que je voulais, ça, tout s'est aligné. Et donc, le fait que ça soit bien imbriqué, ça matchait bien, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais après, voilà, à la question, est-ce qu'il faut prendre un coach ou pas? Franchement, il faut se le sentir, c'est comme tout. C'est pas obligatoire, mais je pense que sans investir, euh, dans du matériel, peut-être pour nous, tu vois, côté vidéaste, dans des formations, des choses comme ça, je pense qu'on ne peut pas passer certains paliers. Ça, Mm. c'est clair. Ok, ok. Euh, Et d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à tout ce que tu as dit. C'est euh, donc quand tu es rentré, tu as pu récupérer des clients et ça a pu t'aider. Mais donc, du coup, comment ouais. s'est passé ton confinement?
Comment s'est passé ce confinement-là Et en fait, mon confinement s'est super bien passé, tant perso que pro. De base, je devais rentrer chez moi. De base, j'habite dans les Landes, donc plus dans le sud, à 2 heures de Bordeaux. Et finalement, en fait, j'avais des rendez-vous la semaine où Macron il a fait le premier discours. J'avais des rendez-vous assez importants et je me suis dit, on va pas les louper vu la période et tout. Finalement, j'ai pas pu les faire. Donc après, voilà, j'ai été bloqué à Bordeaux, chez moi. Et au niveau du business, en fait, tous les efforts que j'avais mis en place ont été récompensés. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, les gens me disent, bah, du coup, vu que tu es vidéaste, ça a dû s'arrêter complet, quoi. Et il y a des choses. Donc, j'ai mis en place une série qui s'appelait, tu as dû voir, Une simple idée. Bien sûr. Voilà, c'est sur LinkedIn. On pourra en reparler, mais en gros, une partie de ma stratégie, on va dire digitale, mais ça intègre la partie de la stratégie de prospection, c'est 100% LinkedIn. Je suis plutôt sur Insta. Insta, pour moi, voilà, je suis arrivé à un stade où en fait, ça m'apportait pas de business et ça me faisait perdre du temps. TikTok, voilà, c'est rigolo, mais bon, je pense qu'il y a un gros truc à faire, mais je n'ai pas forcément le temps ou l'envie de l'exploiter. Snapchat, voilà, c'est plié pour moi. Facebook, alors Facebook, je relais des fois des trucs de LinkedIn, mais vraiment, c'est 100% LinkedIn. Je suis en train de repenser à ta question. Le confinement. Mm. Du coup, le confinement s'est bien passé et en fait, j'ai fait donc une stratégie. C'était une vidéo par jour de 60 secondes sur LinkedIn. Et je me suis dit, tu as un petit peu de temps. Tu vas en profiter pour créer du contenu, expérimenter un nouveau format. Les gens ont du temps. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, donc des entreprises. Donc, vas-y, éclate-toi. Et d'ailleurs, cette idée n'est pas de moi. On avait parlé, ça vient de notre ami Jamy de C'est pas sorcier, qui avait lancé ses capsules. Bon, lui, c'est un génie dans le format. Et du coup, je me suis dit, on va faire comme lui, on va l'adapter à mon business. Donc, j'ai fait ça. Ça a occupé une partie de mon temps. Et petit à petit, en fait, il y a des gens qui m'ont contacté, dont un nouveau client en fait, qui a vu ce concept, qui m'a dit, mais j'aime beaucoup. Et en fait, j'aimerais faire pareil pour ma boîte. Et du coup, il m'a commandé 36 vidéos. Donc, rien que ça, déjà, en termes de chiffre d'affaires et tout, c'est plutôt positif. Et après, en fait, alors, j'ai dérogé un peu à la règle, période exceptionnelle, du coup, mission exceptionnelle. Donc, j'ai fait d'autres missions que de la vidéo parce qu'il y a des clients que je connaissais, voilà, qui cherchaient par exemple une personne pour faire un site ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait deux, trois choses un peu à côté qui n'étaient pas liées à la vidéo, que je ne fais plus aujourd'hui. Voilà, maintenant, tout est redevenu presque à la normale. Je ne refais que de la vidéo. Mais tu vois, sur cette partie-là, tout ce que j'ai appris en perso, en pro, en agence, et que j'ai expérimenté à titre personnel pour moi ou autre, j'ai pas mal d'autres compétences qui font que sur la partie rédaction, graphisme, site internet, si vraiment c'est la galère, et là le confinement c'était vraiment particulier, ça m'a aidé à passer cette période. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et moi, ce que je fais, c'est que généralement, en fait, quand une personne vient me voir et me dit, voilà, je veux faire une vidéo, bon, on parle de la vidéo. Et quand on parle, j'entends que finalement, elle n'est pas forcément prête pour faire de la vidéo et que elle aurait plutôt besoin de, je sais pas, de faire du Facebook Ads, de refaire son site, etc. J'ai d'autres partenaires avec qui je travaille. C'est pas des salariés, c'est pas une équipe officielle, mais c'est des partenaires avec qui on se renvoie des affaires sur Bordeaux. Et du coup, l'idée, c'est quand même, je lui fais un devis. Donc, en amont, j'appelle mon partenaire, je dis voilà, j'ai tel client, on pourrait faire ça, ça et ça. Je dis, toi, tu prendrais combien pour la mission? Et du coup, moi, je me place en tant que chef de projet, donc en intermédiaire entre le client et mon partenaire. Et c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Et du coup, je fais des petites missions comme ça. Donc, et ça, vu que pendant 3 ans, j'ai été chef de projet, c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, chapeauter des projets comme ça. Et d'ailleurs, c'est ultra important. Et là, tu vois, j'y repensais là cette semaine, mais en fait, quand tu m'as appelé pour faire le podcast, j'ai regardé un peu, enfin, mon parcours par rapport à tout ça, et je me disais finalement, ce job que j'ai eu en agence, par rapport à la partie chef de projet, c'est ultra, ultra bénéfique parce que en termes de gestion du temps, organisation des tâches, relance des clients, le traitement des mails, enfin, toutes ces choses-là, quelle que soit la partie freelance ou même quand tu es en entreprise, tu dois le faire. Ça, c'est le truc qui m'aide vachement et souvent, c'est assez apprécié par les clients. Des fois, ils sont surpris parce que quand tu travailles, par exemple, avec une personne qui a jamais été salariée et qui se met direct en freelance ou une personne qui a déjà bossé en agence ou en entreprise, moi, je trouve qu'il y a une différence. Il y a une différence, alors pas sur tout le monde, mais parfois, tu sens que la personne, en fait, qui a bossé en agence ou en entreprise, elle a intégré des process dans sa manière de travailler qui font qu'elle cadre les choses
parce qu'elle n'a pas envie d'être dans le rush, de revivre ce qu'elle a vécu en agence. Et souvent, ça permet en fait de rassurer le client. Par exemple, tu vois, si tu dis, je sais pas, je vais faire une vidéo, tu dis, mais voilà, d'abord des trucs bêtes, hein, mais c'est vraiment des basiques. Alors, en temps, on va faire un rendez-vous, je vais prendre vos besoins, on va faire le brief, je vais faire un storyboard, il y aura 2 jours de tournage, etc. Le mec, il a tout sous les yeux. Il se dit, bon, ben, ok, lui va me faire une vidéo, c'est cadré, je sais pour combien de temps il y en a. Ben, voilà, juste le fait de cadrer les projets, c'est vachement important. Je trouve que c'est aussi important. On parle souvent de la partie vente. Tu sais que tout le monde doit se vendre, etc. Mais la partie gestion de projet, je trouve qu'elle est elle aussi importante. J'ai aussi été un peu chef de projet dans une boîte de prod. C'était à Station F. Je sais pas si tu connais Station F. C'est un. Ouais, Ouais. ouais, je connais 2 noms et après il y a, comment il s'appelle? Il y a, ceux qui font les merde, j'ai oublié leur nom. Tr 3 gars là qui font, des céréales, là, les muesli là. Donc tu vois qui c'est? Oui, même ils ont un podcast qui s'appelle le Lucky Day. C'est Voilà, Dicom Bacan. Je vais pas écorcher leur nom, mais ouais, voilà et j'adore ce qu'ils font, leur manière de communiquer, enfin tout et ils ont des liens aussi avec The Family que tu dois connaître bien sûr. et du coup voilà, ouais, du coup je connais via. Ok, ouais, bah voilà, à Station F. Et donc, c'est là où j'ai appris en fait à être chef de projet. Donc, dans la vidéo. Ça, en plus, c'était dans le cadre de la vidéo. J'ai appris vraiment la gestion de projet. J'ai appris que souvent, le mot business, c'est un mot un peu mal vu par les vidéastes. Le mot business, mais en fait, ce terme-là, je pense qu'il regroupe plein de choses. Il ne regroupe pas que la vente, mais comme tu dis, il regroupe la gestion de projet, il regroupe la relation client, il regroupe tellement de choses autres que simplement juste arriver et appuyer sur le bouton. Donc, bien sûr, on n'est pas en train de dire que la vidéo n'est pas importante. La vidéo, c'est le cœur de tout ça. Mais autour de ça, il y a des choses qui sont hyper importantes à mettre en place, en fait. Et c'est vrai que avant d'avoir ce poste-là, j'étais plus un freelance. J'étais pas cadré, en fait. On pouvait pas forcément me confier certains projets. euh, Créatif plus. exactement. Créer des trucs, on s'en fiche du budget, juste genre je veux juste me faire plaisir et kiffer. Et je vois totalement. Moi, j'ai vécu cette période-là où tu n'as pas de vision financière mensuelle, annuelle, des objectifs, etc. Tu te dis, cool, j'ai un client là, pour ce mois-ci, bon, ben, je dois refaire ça, du coup, c'est pas rentable, passes trop de temps, le truc, tu l'as sous-vendu. Et cette dimension-là, c'est vrai que, par exemple, moi, je trouve que je connais beaucoup de gens, de près ou de loin, pas mal de prêts d'ailleurs, qui sont très très techniques, qui sont très très bons dans un domaine. Mais par exemple, il y a des gens, quand je parle avec eux de la vidéo, mais je me dis, mais en fait, mais les gens, mais ils ont un niveau de technicité incroyable. Et après, ils vont me dire, ouais, mais par exemple, sur la partie com, marketing, vente, ça, je ne gère pas trop, je ne sais pas me vendre et tout. Et je me dis, du coup, à compétences égales, il vaut mieux être bon en vidéo, tu vois, faire la presta comme il faut, et avoir l'autre partie aussi qui est tout aussi importante. Et je pense que sur le long terme, tu tiens plus. Tu vois, c'est comme un gars qui est bon, qui est très très bon en cours, c'est un génie en cours, et tu le mets dans la vraie vie, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus les notes, machin, enfin, c'est la jungle, quoi. Et le gars qui est moyen, mais tranquille, il s'adapte, il est flexible et tout. Et moi, j'étais un peu comme ça. J'ai toujours été moyen à l'école, mais voilà, je m'adaptais un peu. Et sur la partie entrepreneuriat, comme ça, je suis à 1000% d'accord avec toi. Et du coup, les gens qui sont très, très techniciens, mais derrière, il y a pas de strat de vente, de communication, aussi simple qu'elle soit. Parce que moi, aujourd'hui, mon tunnel d'acquisition, enfin, c'est simple. Quand les gens ils me disent, mais ils me disent, il y a quoi en plus? Il n'y a rien. Je fais des trucs simples, c'est tout. Mhm. Ouais, je vois exactement, ouais. Ouais, je vois exactement. Bah, d'ailleurs, on va en parler directement. Tu Parlons-en. es vraiment sur LinkedIn. Et tu m'as intéressé quand tu as parlé de LinkedIn, Instagram, TikTok, parce que moi, Ouais, je dis souvent, enfin, tu vois, TikTok, on en parle un peu comme le réseau qui émerge où il faut être. Et c'est et vrai c'est que pour certaines entreprises, je pense que c'est intéressant d'y être. Mais pour les vidéastes, je dis pas que c'est pas intéressant d'y être. Je pense que des vidéastes peuvent y être. Mais je trouve que des fois, on oublie un peu qu'il y a des plateformes qui sont peut-être plus intéressantes pour nous, surtout pour ceux qui font du corporate, donc le film d'entreprise, les interviews, etc. Donc, j'aimerais et bien ton avoir cas ton aussi. avis à peu près. Comment? Toi aussi, tu fais du corporate, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Bah, globalement, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pense que c'est une histoire de stratégie, de parti pris. Moi, dans la vraie vie, je suis minimaliste. Dans mon business, je veux que ce soit pareil. Tant sur ma stratégie de communication, de prospection, sur mon matériel, sur tout, je veux que ce soit simple. Donc, sur cette partie-là, moi, j'ai décidé de prendre un seul canal.
Canal, LinkedIn. Mais avant, j'étais partout. J'avais vraiment cette pensée. Et puis voilà, quand tu suis des gars comme Gary Vee, etc., tu te dis, bah, ça devrait être comme ça qu'il faut faire. Sauf que lui, il a une équipe et tout. J'ai donné cet exemple parce qu'il m'est venu en tête, mais il y a plein d'autres gens. On ne voit pas l'équipe qui sont derrière. Mais aujourd'hui, je me suis dit, voilà, est-ce que c'est possible d'être que sur LinkedIn et que ça marche quand même? Et finalement, mais ça marche, mais genre, mais beaucoup mieux, quoi. Beaucoup mieux parce que je me concentre tous mes efforts là-dessus et ça fonctionne bien. Mais avant, j'étais Facebook, Instagram, Snapchat, je ne l'avais plus quand j'avais business. TikTok, j'avais testé. Twitter. Enfin voilà, j'ai déjà plus de 2, 3 plateformes. Je trouve que c'est chaud à gérer. C'est vraiment chaud. Alors, c'est possible. On peut automatiser des choses, etc. C'est largement possible. Mais quand tu commences à avoir du flux, des clients, des tournages et tout, je trouve que ça commence à être un peu rude. Mais après, c'est une question de parti pris. Moi, j'en vois, ils s'en sortent très bien. Ils sont sur plein de réseaux sociaux. Mais moi, je leur dis, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de faire ça. Et puis il y a aussi le pas envie, mais il y a aussi que sur Instagram, moi j'ai jamais trouvé de mémoire, je crois que j'ai jamais trouvé de client pour la vidéo sur Instagram, tu vois. Alors, il s'est avéré que quand j'étais sur Instagram, c'était plutôt pour le côté infoprenariat, créer une communauté, etc. Créer une communauté pour après leur vendre des produits. Donc ça matchait un peu plus. Mais là, maintenant que je suis en B2B, tous les clients que j'ai, déjà il y en a beaucoup, ils sont pas très digital dans l'aspect euh, perso un peu plus, mais pro, tu vois, ils ont pas le temps en fait. Ils sont dans le cœur du sujet. Ils ont des clients, des mails, des factures, machin, et voilà. Et quand ils traînent sur les réseaux sociaux, entre guillemets, bon, ben, c'est pour le côté perso. Alors tu vas me dire, ils peuvent être dans le perso et voir un vidéaste, du coup, ça peut les intéresser pour leur boîte. Moi, je pense que toutes les stratégies sont OK. Après, moi, voilà, j'essaie d'avoir un truc vraiment très minimaliste sur tous les aspects. Et c'est pas facile. Mais je me dis que voilà, déjà me concentrer sur LinkedIn, ça prend un peu de temps. Et sachant que tu vois, tu peux faire LinkedIn, Facebook. Franchement, moi, je duplique LinkedIn et Facebook. Généralement, euh, ça me prend pas de temps du tout. Ça me prend pas de temps. Mais je réfléchis pour LinkedIn et après, j'envoie sur Facebook. Mais c'est comment à peu près ton process actuellement sur LinkedIn Trouver des clients. pour Alors, trouver des clients? Ouais. ma stratégie de contenu sur LinkedIn, en toute transparence, c'est ultra simple. Donc déjà, il me fallait une fréquence. 80% du temps, c'est mardi et jeudi. Je poste. Euh, alors, principalement, souvent, c'est une vidéo. Alors, ça peut être une vidéo d'une réalisation client, une photo parce que je suis en tournage, un avis client. Ça peut être. Après, s'il y a des gens qui sont intéressés par ma stratégie, vous allez sur Loïc, vous cliquez sur post, vous allez voir la typologie de contenu que je poste. Globalement, le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit relié à la vidéo. Voilà, ça c'est obligatoire. Je ne peux pas poster un truc qui n'est pas lié à la vidéo. Donc 2 posts par semaine. Généralement, je le mets à midi. Le mardi et le jeudi, généralement à midi. Voilà, c'est comme ça me laisse du temps. Tôt le matin, genre à 8, enfin avant 9 h et tout. Alors, je pense que c'est aussi, ça marche aussi. Mais moi, le matin, genre toute la matinée, généralement, je prends aucun rendez-vous. J'essaie de pas avoir d'appel pour me focus sur vraiment les tâches un peu voilà, les plus importantes. Tu dois connaître la stratégie là, du crapaud. Je ne sais plus si c'est crapaud ou grenouille. Si on parle d'avaler une grenouille tous les matins, je crois que c'est un crapaud. Et en gros, voilà, l'idée, c'est que je ne sais plus ce que c'est ce livre, mais je crois qu'il s'appelle du même nom. Et en fait, voilà, si tu fais ça dès le matin, après, mais ta journée, voilà, si par exemple, je me dis, ce matin, je dois faire 3 devis, mais 3 beaux devis par rapport à ça, ben voilà, ça a servi mon business. Mais globalement, mes journées, c'est 50% pour m'occuper de mes clients, 50% pour trouver des clients. Ça, c'est toutes mes journées. Il n'y a pas de. Voilà. Hormis d'autres trucs, mais ça, c'est vraiment toutes mes journées. Donc, fréquence mardi, jeudi, à peu près à midi. Sur la typologie de poste, donc le fil rouge, c'est la vidéo. Globalement, voilà, soit c'est une vidéo, soit ça peut être un post. Je ne fais pas de carrousel, donc, pas ces temps-ci. Voilà. Et après, donc voilà, ça c'est pour la base. C'est la base de ma stratégie. Déjà, tu vois, il y a rien. Mais le truc le plus important, hein, comme dans tout, c'est la régularité. Et avec cette régularité et cette typologie de poste, j'arrive à m'y tenir parce que ce pas des trucs durs à créer, c'est des trucs que j'ai déjà en main. Et après, là c'est pas là vraiment le truc un peu secret ou autre. L'autre truc, c'est que je tisse des liens avec des personnes sur LinkedIn. Tu vois, un petit peu comme toi, on a échangé, etc. Et j'aurais pas répondu à ta story, on serait pas là aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas un truc compliqué que j'ai fait. Simplement, de mémoire, tu étais, je sais plus, tu filmes une interview, je crois.
et je t'ai demandé quel était l'objectif que tu utilisais sur ton boîtier. Et parce que ça m'intéressait vraiment en fait. Parce que moi, j'ai vraiment des situations où je filme comme ça et on est toujours un peu à la recherche du meilleur matos, etc. Je me dis, bon, mais qu'est-ce que tu utilises par rapport à moi? Je ne sais même plus si tu étais chez qui. Moi, je suis chez Sony. Je ne sais plus si Moi, j'étais chez c'est Sony. Panasonic. Voilà, bon, ben déjà, tu vois, enfin, ça ne matche pas forcément. Mais voilà, déjà, je voulais émaner une discussion et je ne savais même pas que tu avais ce podcast, même si je t'avais déjà croisé sur mes contenus. Donc, déjà, tu m'avais connu via une simple idée. Et moi, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est de parler aux gens en fait. Aujourd'hui, un commercial, il prend sa voiture, il va toquer aux portes, il fait de la prospection. Moi, je suis sur LinkedIn. Alors, les gens ils vont me dire, mais ça te prend un temps monstre. Ouais, mais c'est de la prospection. Donc, une grosse partie de ton activité, ça doit être de la prospection. Oui, à un moment donné, il y a le bouche-oreille qui va se mettre en place, la recommandation. Mais même si tu as ça, moi, en fait, je prospecte pas dans l'urgence. Je prospecte très long terme, enfin, moyen ou long terme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si j'ai des nouveaux clients qui rentrent, je suis content, mais limite, ça m'embête un peu au niveau de mon planning parce que c'est chaud. Et du coup, je ne vais pas pouvoir leur faire les trucs de suite, etc. Donc, s'ils me disent oui, début août, fin août, au final, je suis content parce que je me dis, OK, j'ai fini une autre partie, on part sur une autre vague. Donc, voilà, ma stratégie, c'est vraiment ça. Je crée du contenu lié à la vidéo de manière régulière sur LinkedIn. J'essaie de générer un maximum de commentaires sous mes publications, y compris des stratégies sur LinkedIn, mais moi, sur les bases, c'est ça. Euh, Créer des contenus qui génèrent des commentaires et qui plus est le mieux, qui génèrent des messages en privé direct. Ça, c'est voilà, c'est 20% de messages, c'est une minorité de messages. Mais quand tu as quelqu'un qui dit bonjour, j'ai vu votre contenu, est-ce qu'on peut échanger, j'ai besoin de faire une vidéo, voilà, c'est une minorité de messages. Mais ça arrive. La plupart du temps, en amont, il y a plutôt une petite présentation brève. Et voilà, mais c'est vraiment ma stratégie. Ça, c'est mon tunnel de vente pour trouver des clients. Il n'y a pas de, j'ai pas de lead magnet pour capter des mails gratuits. Il n'y a pas de séquence mail. J'ai pas tout ça. Des choses que je pourrais mettre en place et que je vais sûrement mettre en place parce qu'après j'ai d'autres projets. La formation, je ne sais pas si je t'en avais parlé. Non, non, non. Non, mais au départ, je venais de la formation et maintenant, du coup, je suis plus sur le côté. Ah oui, bien sûr. Ok. Ah, tu veux remettre de la formation dans ton business? Voilà, je suis en train de préparer un projet tout doucement. Et là, je pense qu'il y aura une stratégie, voilà, plus capter des mails avec un lead magnet, etc., etc., quoi. Donc voilà ma stratégie pour trouver des clients, fidéliser, etc. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, moi, en fait, quand je vends mes prestats aussi, je dis toujours à mes prospects ou clients, plutôt des prospects, je ne suis pas un prestataire technique. Moi, je suis votre partenaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous pose des questions, quel est le prix moyen de votre prix, combien vous en vendez par mois, etc., si on parle de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Je sais que ce que vous avez besoin, ce n'est pas d'une vidéo, en fait. Vous avez besoin d'un résultat. Et du coup, la vidéo, voilà, vous l'amenez. Mais en fait, moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il en a un peu votre business pour vous apporter des résultats. Et je ne suis pas un prestataire en mode je vous fais la vidéo, pam, je vous la mets, c'est fini. Pour te donner un exemple, récemment, un client, je lui ai livré une vidéo et, euh, et du coup, je lui ai dit, ben, voilà, les personnes qui ont interagi, qui ont commenté, est-ce que tu leur as fait un petit message pour justement les remercier d'avoir liké cette vidéo, puisque c'était le début de quelque chose pour lui, donc voilà, ça l'a encouragé, etc. Et il me dit non, je n'ai pas forcément pris le temps, il faut que je le fasse. Et je lui dis, il faudrait que tu le fasses. Si tu veux, écoute, je te fais un petit gabarit. Donc, je lui ai envoyé sur WhatsApp un très court message. Je lui ai dit, tu envoies ça aux personnes qui ont liké. Donc, il n'avait pas beaucoup de likes, hein. Franchement, il avait genre, je crois, il avait 30 likes, un truc comme ça. Et des commentaires, il a dû en avoir, je sais pas, une petite dizaine, même pas. Et il a envoyé ça, il a généré 4 rendez-vous. Et je sais que sur ces 4 rendez-vous, s'il en convertit un, mais déjà, sa vidéo elle commence à bien rentabiliser. Et ce genre d'action-là, aujourd'hui, moi, je le fais avec tous. Alors là, je vais parler d'un message. Je lui dis, par exemple, là, j'ai un client, il a refait son site. Je lui dis, ton site, il n'y a personne qui sait que tu l'as. Je lui dis, voilà une liste de 10 actions que tu pourrais faire, des trucs simples. Mais vu qu'il n'est pas trop dans le digital, il n'a pas forcément mis en place. Je lui dis, il faut que tu fasses ça, etc. Juste pour ça. Et moi, je vais les aider dans cette démarche. Dans un seul fil rouge, les aider à trouver des clients. Alors la vidéo, en fait, c'est ma porte d'entrée. Mais derrière, moi, j'estime que ça fait partie de la prestation d'avoir cette partie-là où tu l'aides à répondre à ses objectifs. Voilà, lui, il a investi dans toi, à toi de lui rendre. Et je sais que si tu vends une vidéo, je ne sais pas, à 700, 800 euros, que le gars, il génère 1500 euros, ben, il va t'en commander une deuxième, en fait. Donc voilà. Ou peut-être qu'il va te recommander à quelqu'un, ou peut-être que dans 2 mois, il va te dire, bon, tu as fait ma vidéo d'entreprise,
j'aimerais faire des capsules pour mes réseaux sociaux, j'aimerais faire des interviews clients, il va me rappeler. Donc, j'ai vraiment cette démarche-là. Donc, mon canal de prospection sur LinkedIn, échanger avec les gens et tisser une relation à la limite de l'amitié, tu vois, avec mes clients. Je dis à la limite parce que, enfin, voilà, c'est pas des amis. Mais demain, aller manger avec un client, boire un café, pour certains, aller faire un futsal ou autre, ça se fait quoi. Et quand tu arrives à ce genre de relation-là, euh, et que dans le business, ça se passe bien, ben, voilà, moi, je pars du principe que quand tu as servi une dizaine de clients comme ça, déjà, tu as des bonnes fondations. En termes de recommandations et autres, on commence à être pas mal. Donc ça, c'est pour ma stratégie de prospection, vente et communication d'ailleurs. C'est intéressant parce que tu l'as intégré directement dans ton activité. Et je sais que disons, la plaie que j'ai eu pendant longtemps d'ailleurs, c'est des clients me contactent. Admettons, deux clients me contactent. Je fais des vidéos. Déjà, c'est eux qui me contactent. C'est eux qui viennent me demander une mission. Bon, c'est cool, ça se passe bien. Et donc, mon emploi du temps est rempli, totalement complet. Et du coup, je ne prospecte pas. Je fais l'émission et à la fin de la mission, là, je commence à me rendre compte que mince, la mission se termine, j'aurai peut-être plus de clients et là, je commence à prospecter dans l'urgence. Je trouve un client, je ne prospecte plus et en fait, c'est que Ouais. des montagnes russes en fait. Et en fait, ça marche, tu vois, à court terme, mais genre moyen, long terme, tu te mets un peu dans le jus, tu es dans le stress. Et l'idée, c'est d'avoir au moins 3 mois d'avance sur ton chiffre d'affaires, pas encaissé, mais facturé, enfin, pas encaissé, mais devisé. Et du moins, tu dis, bon, ben voilà, ces missions-là qui vont arriver plus tard, et tu arrives à avoir une vague qui est moins comme ça, même si dans la tête, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Mais au niveau du chiffre d'affaires, si au moins tu arrives à être comme ça, c'est mieux. Et moi, avant, je pensais au mois. Tu vois, il y a des mois, je gère beaucoup moins de chiffre d'affaires que d'autres. Pourtant, j'ai encaissé tout autant parce que c'est des trucs d'avant que j'ai fini, c'est des trucs d'après parce que je prends des acomptes. Mais ce mois-ci, je n'ai pas forcément trouvé de nouveaux clients parce qu'on est en train de finaliser la chose. Et en fait, il faut arriver à trouver un flux. Et ça, c'est le plus complexe. Mais le truc, c'est qu'en prospectant un peu tous les jours, voilà, moi, des fois, il y a des clients, enfin, des fois, tu le vois, hein, ils signent en mois, 2 mois, des fois 6 mois après. Et, et quand tu as ta vague de tous les mecs que tu as préparés il y a 6 mois, tu les amènes maintenant, ça te fait un flow continu. Et puis, si le mec, il y a 6 mois, tu lui as dit, ben, moi, je t'ai fait un devis il y a 6 mois, tu viens maintenant. Si tu es pressé, désolé, gars, c'est pas ma faute. Moi, j'ai eu d'autres choses entre temps. Donc, il va falloir t'attendre 15 jours, 3 semaines, un mois. Généralement, c'est rare. Généralement, tu fais le tournage vite. Comme ça, voilà, après, tu dis au gars, bon, on a fait la première partie. Et après, le partie montage et tout, tu peux le faire un peu attendre en fonction. Ça dépend. Ça dépend de l'objectif. Mais si ce n'est pas une vidéo urgente, moi, je travaille avec des entreprises, comme je disais, qui sont en croissance. Donc, généralement, quand tu fais de la vidéo d'entreprise, on n'est pas sur un besoin urgent. Euh, Par contre, quelqu'un qui vient, par exemple, pour des capsules vidéo, pour une interview client, des choses comme ça, peut-être que c'est différent. Mais il y a des missions où, voilà, techniquement, ils n'ont pas besoin de la vidéo pour développer leur chiffre d'affaires. Ils savent que ça va développer leur chiffre d'affaires, mais c'est plus un investissement moyen-long terme. Quelqu'un qui va t'acheter, je ne sais pas, des Facebook Ads, des Google Ads, etc., bam, à la fin du mois, il veut que ça tombe, quoi. Donc, nous, on a quand même une relation, je trouve, différente. Et c'est un avantage et un inconvénient parce que c'est aussi différent dans la vente et dans le ciblage. C'est-à-dire qu'on ne se vend pas pareil que. En termes de retour investissement, c'est-à-dire que si le gars t'achète une vidéo à 1000 euros, lui, va vouloir récupérer ses 1000 euros, mais c'est plus difficile à lui expliquer qu'il va les récupérer. Et c'est pour ça que moi, je les sensibilise aussi sur ce côté communication, marketing et vente pour que voilà, ils puissent les récupérer, quoi. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Super. Voilà, Super intéressant tout ça. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. T'as été ouais, hyper généreux. peut-être un peu trop. C'est toi le patron aussi, je te laisse canaliser les invités. Non, tu as été hyper généreux. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Je pense que c'est un épisode à écouter en écrivant. Ouais. J'ai encore quelques questions. En off, on avait parlé d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'était sur la trésorerie. Et j'aimerais bien avoir ta vision par rapport à ça. En plus, tu as dit au début de l'épisode que ta copine est comptable. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton activité? Alors, cette partie-là, elle est ultra intéressante et c'est peut-être la moins intéressante au début. Nous, quand on est vidéaste, au début, on se dit, bon, ben, on fait ça pourquoi? Généralement, 90% du gars pour créer.
faire des projets, voilà, pour envoyer des idées, etc. Sauf que ça, en fait, c'est très, très court terme. Et à un moment donné, il faut envoyer la partie, voilà, il faut envoyer les chiffres, quoi. Il faut envoyer le Excel. Si ça rentre, ça marche. Si ça rentre pas, ça marche pas le projet, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas de ça marche pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, du coup, les chiffres, je pense qu'au début, on les évite parce que c'est très agressif. Tu regardes, je sais pas, ton chiffre d'affaires janvier, février, mars, je sais pas si tu vois 0, 0 et 100, tu te dis putain, ça tombe pas quoi. Et pareil, je sais pas, tu as eu plein de missions, non pas plein de missions, mais tu as eu des missions, mais tu n'as pas été assez payé, ou alors tu as dû investir dans du matos, du coup c'est pas rentable, etc. Ou le gars t'a fait un truc gratuit pour démarrer. Donc du coup, moi au début, j'étais vraiment comme ça. Mais comme beaucoup, je pense que là, il y a des grands sujets dans l'entrepreneuriat. La partie tarification en est un. Et on pourra en parler pendant des années, je pense. Ce sera un sujet qui marchera toujours. Et moi, j'étais comme ça. Et en fait, ma copine est comptable. Donc, du coup, elle m'a dit, quand j'avais encore Pôle emploi, elle me, elle me saoulait pas trop, quoi. Elle était en mode, bon, elle savait que ça tombait, dans tous les cas, il y a Pôle emploi, etc. Et après, elle m'a dit, bah, écoute, tu n'as plus Pôle emploi. Donc maintenant, tu ne sais pas trop si tu vas être salarié ou tu veux monter ta boîte. Tu as un an pour faire ton chiffre d'affaires. Voilà. Du coup, ben, je me suis dit, OK, bon, ben, déjà, on a un objectif, c'est bien. On va savoir où on va. Et petit à petit, en fait, globalement, ça a été mon coach. Elle m'a sensibilisé sur plein de sujets. Faire des acomptes, les devis, la facturation, toutes ces choses un peu qui peuvent paraître très reloues. Mais quand tu as fait les fondations et que c'est en place, franchement, et surtout en micro-entreprise, on ne peut pas se plaindre. Ceux qui se plaignent en micro-entreprise, il ne faut pas passer au-dessus parce que nous, on est quand même, voilà, on clique tous les mois ou tous les 3 mois à l'URSSAF, j'ai payé tant, bon, ça va. Et du coup, elle m'a sensibilisé sur ça. Donc aujourd'hui, en fait, ma manière de voir mon entreprise au mois, à l'année, quand je fais un projet, c'est toujours par rapport au prix, en fait. Enfin, par rapport à l'aspect monétaire. C'est-à-dire, par exemple, quand je donne un prix, aujourd'hui, quand je dis, par exemple, je vends une vidéo, je me dis, OK, il y a le tournage, donc il y a l'essence. Il y a combien? Une demi-journée, une journée? Faut voir ça. Est-ce que j'ai du matos à louer? Ce qui est de plus en plus rare maintenant, mais ça peut m'arriver des fois si j'ai envie de tester des trucs. Donc, il y a l'essence pour aller chercher le matos, pour revenir et pour louer le truc. Il y a l'URSSAF à payer. Donc, que tu sois à 5,5, à 11 ou à 20, la TVA, le machin. Et j'ai un petit tableau ultra simple. Hein. Avec ça, je mets, par exemple, je vends une vidéo 1000 euros. Paf, je sais en bas exactement combien je vais avoir dans ma poche, net, net, net. Et aujourd'hui, alors là, bon, c'est la partie un peu plus truc, mais je mets même la partie impôt. Donc, du coup, ça veut dire que tu prends une énorme branlée, mais tu n'as aucune surprise. Le mec qui ne fait pas ça, par exemple, il va vendre des vidéos, je ne sais pas, 300 euros. Il se dit, je vends une vidéo 300 euros, on démarre tranquille, etc. Le jour où il se prend la TVA, le machin et tout dans la face, eh bien, il ne gagne plus d'argent, en fait. Il ne gagne plus d'argent. Il se prend son moins 56%, on va dire moins 50%, donc c'est-à-dire qu'il génère 150 euros, lui, il génère 300 euros. Ça lui fait bizarre. Sur son chiffre d'affaires total mensuel, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, ce que je conseille aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, même s'ils ne payent pas encore la TVA, c'est de le compter dans leur prix. Aujourd'hui, dès la première année, facturez comme si vous avez 20% dans la gueule. Et du coup, quand tu vas prendre ta TVA dans la face, bah, pas de souci, tu as déjà tes prix qui sont alignés. Et en fait, tout ça se concorde, et enfin, s'aligne, quoi. Ça garde un lien et c'est hyper important. Et en fait, ça, c'est un sujet, je ne sais pas trop comment l'aborder, c'est ultra vaste. Tu vois, par exemple, aussi le fait de savoir combien tu veux faire à l'année. J'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, moi, cette année, je fais péter le plafond de la micro-entreprise, je veux faire 500 000, 1 million. Top, bravo, nickel. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. Est-ce que tu sais combien tu vas donner à l'État? La plupart, ils ne sont pas la réponse. Pourtant, ils sont hyper ambitieux et tout. Je leur dis aujourd'hui, tu ne peux pas avoir cette vision-là de chef d'entreprise qui veut bâtir un empire si tu ne sais pas combien tu payes à l'URSSAF, à la CFE, tout ça. Et en plus, il n'y a pas grand-chose. Quand tu as une micro-entreprise, tu as l'URSSAF, la CFE une fois par an. Voilà, tu fais tes devis, tes factures et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut ne pas paraître sexy, mais quand vous allez commencer à vous y intéresser, bah, de suite, je pense que les prix de chacun ils vont être à la hausse. Le mec qui vend des 300, il va passer, je sais pas, à 500 ou à 800.
Donc, il ne va même pas se poser la question, est-ce que je dois augmenter mes prix? Il va se dire, en fait, si je veux manger, je dois augmenter mes prix. Donc déjà, il va peut-être toucher une autre cible et en fait, son business, ça va faire un cercle vertueux très, très rapidement. Parce que le truc, c'est que, et ça, tu en as parlé dans un de tes podcasts, et je trouve ça hyper intéressant. Je n'avais pas forcément mis les mots dessus. Par exemple, si je vends une vidéo 300 € à un mec, il va me recommander à des mecs qui veulent des vidéos à 300 €. Le cercle vicieux, en fait. Voilà, et tu en as parlé de ça, et j'avais pas vraiment conceptualisé le truc, et je trouve ça hyper intéressant. Et j'étais tombé dans ce truc-là d'ailleurs, parce que je me disais, putain, mais mes vidéos, j'arrive pas à les vendre plus cher. Et à un moment donné, en fait, il faut casser ce truc, donc dire non à tous les mecs de 300 €, ce qui est dur, parce que tu en avais déjà, et du coup, aller chercher des mecs à 1000, à 2000, et là, du coup, c'est plus compliqué. Mais une fois que tu en as trouvé un, si tu trouves un mec à 1000, ben, tu n'as plus besoin de tes mecs à 300, puisqu'en termes de rentabilité, c'est plus la même chose. Et du coup, moi, j'ai mis du temps à casser ce truc-là. Et tu vois, si tu ne t'intéresses pas à la partie financière et autres, tu ne pourras jamais le savoir, ça. Et le jour où tu dis, bon, ben, et les mecs, tout ce qu'ils disent, moi, je veux arriver à tel chiffre d'affaires, etc. Moi, je me suis posé une question même. Je me suis dit, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de ne plus être en micro-entreprise? Aujourd'hui, quand tu es en micro-entreprise, il y en a qui se disent, mais tu ne pourras pas faire des gros deals avec des grosses boîtes, c'est pas une vraie boîte, etc. Je leur dis, moi, en fait, aujourd'hui, avec une micro-entreprise, donc avec la TVA quand même, tu peux aller jusqu'à, je crois, 74 500 euros. Quelque chose comme ça. On va dire 74 000, c'est à peu près ça. Avec 74 000, divise par 12, j'avais fait mes calculs, tu peux arriver dans les 4 000 à peu près, tu vois. Alors après, ça peut dépendre de tes charges, machin, etc. Mais aujourd'hui, si tu veux faire un business lifestyle en France, même si tu habites à Paris, je pense qu'avec une somme comme ça, en étant gestionnaire, si tu veux un business lifestyle, bien sûr, tu peux arriver à faire des belles choses. Et ça, c'est une vision que je n'avais pas avant. Je me suis dit, on démarre en micro-entreprise et après, on va faire un statut au réel pour avoir une vraie boîte, une vraie entreprise avec des salariés, etc. Mais en fait, un, rien ne nous y oblige. Et deux, ça ne répond pas du tout à mes objectifs, en fait. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est ce fameux business lifestyle. Donc, en étant micro-entreprise, je peux l'avoir. Et il y a la partie comptabilité aussi, c'est-à-dire que si tu es au réel, donc en statut autre que micro-entreprise, bah, il faut payer le comptable tous les mois. Tu as d'autres choses à payer, etc. Et ce n'est pas la même chose. Donc, et avoir ça aussi. Donc, tout le monde démarre en micro-entreprise. Mais pas se dire, il ne faut plus que je sois en micro-entreprise pour être considéré par des clients, etc. Moi, aujourd'hui, je signe avec des clients. Ils s'en foutent du statut, en fait. Si j'avais pas de statut, il y aurait un problème. Mais aujourd'hui, ils ne regardent pas mon statut. Ils, ils voient mes projets, ma manière de vendre, etc. Et si un jour ça bloque, ça sera peut-être le cas avec une boîte. Si je ne suis pas choisi par une grosse boîte parce que je suis en micro-entreprise, c'est peut-être parce que c'est une boîte qui a besoin, par exemple, d'une équipe derrière. Je ne sais pas s'ils veulent faire je sais pas, une vidéo d'entreprise, vraiment un gros volume, avec créer des studios, etc., qui font vraiment une équipe. Ils ne vont pas me choisir parce que moi, en fait, ce que je vais leur dire, c'est que les gars, je vais vous faire un devis. Et derrière, en fait, il va y avoir plein de gars avec d'autres devis. Et voilà. Donc, passer par une agence, c'est beaucoup plus simple. Et je pense qu'il va payer la même chose, peut-être un peu plus cher, mais voilà. Donc, je pense que c'est ce genre de contrat que je ne peux pas avoir, mais dont je n'ai pas forcément besoin. Voilà. Si aujourd'hui, une équipe m'appelle pour travailler sur un projet comme ça m'intéresse, parce que ça doit être hyper enrichissant de travailler avec voilà, toute la partie technique. Mais aujourd'hui, moi, dans mon style de business, ça fonctionne. Voilà Hyper, pour répondre hyper à ta intéressant, ouais. question qui est Mm. très très vaste. Mais globalement, pour résumer, posez sur un tableau Excel, intéressez-vous à ça, même avec des choses simples. Combien vous voulez gagner par mois? Combien vous voulez gagner par an? Et déjà, rien que ça, Mm. c'est pas mal. C'est une erreur en fait que j'ai fait pendant tellement longtemps, vraiment tellement longtemps. Et du coup, j'acceptais des petits projets en fait. J'acceptais des projets qui ne me correspondaient même pas. Et c'est des projets où j'étais pas rentable. Et le jour où j'ai fait ça, et du coup, le moment où maintenant, bah maintenant j'ai absolument tout en tête. Dès qu'on me contacte, si on me dit par exemple un projet à temps, par exemple, en fait, je passe mon temps à refuser des projets. J'en refuse Ouais. énormément au final. À un moment donné, tu arrives à ça parce que si tu es un gars qui te dit, voilà, moi j'ai une enveloppe de 300 €, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, au pire des cas, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment faire un truc, euh, c'est vraiment le route de secours. Vous prenez votre smartphone, vous filmez des trucs, et moi je vous fais un petit montage, mais genre basique quoi, que vous pouvez vous-même vous faire.
Ça, c'est vraiment la roue de secours, mais que je prends pas parce que des fois, ces mecs-là qui te paient 300 euros, ils sont hyper chiants et derrière, ils en veulent beaucoup plus et ils t'envoient des retours et tout, alors que tu es en mode attends, je t'ai un truc pour 300 euros, voilà. Mais c'est des choses que j'accepte. Par exemple, là récemment, j'ai signé avec un gars qui est avocat et qui est aussi agent de joueur de foot. Et il avait un projet pour un joueur, en fait. Il m'a dit j'aimerais bien lui faire un CV vidéo. C'est les parents qui payent, ils n'ont pas un gros budget, etc. Est-ce que tu peux me faire quand même quelque chose? Je le connais, je l'apprécie et tout. Je lui dis bah, écoute, parce que c'est lui, je vais faire un truc. Et en fait, ce projet m'intéressait. Je m'y suis retrouvé parce qu'en fait, il m'a envoyé les rushs. Et moi, je lui ai fait un brief très complet. Je lui ai dit, au début, il m'a envoyé un truc. Il m'a dit voilà, tous les matchs, il faudrait que tu prennes que les actions où il y a lui. T'es mignon, je ne vais pas mater tous les matchs. Donc, tu m'envoies toutes les séquences découpées et les fichiers téléchargés. Rien que ça, je savais que si je disais oui à ça, là, ça allait me ruiner le truc. Donc, il m'a envoyé les rushs et je lui ai dit, je vais te faire un montage assez simple. Finalement, bon, je suis parti sur un truc simple, mais avec des petits effets, enfin un truc sympa. Et voilà, et j'ai accepté. Et on était dans ces eaux-là, tu vois, c'était un tout petit budget, mais c'est pas un truc que je vais refaire forcément. Peut-être que oui, mais c'est parce que c'est lui et ça rentrait quand même dans mon truc, tu vois. Parce que je fais quelque chose de très simple et je savais que derrière, il allait être carré, qu'il n'allait pas me saouler. Donc ça peut m'arriver. Bah, en fait, avoir une vision financière de son activité, ça te permet aussi de pouvoir accepter certains projets moins bien payés. Mais vu que tu as une vision, tu sais que, OK, là, je peux le faire, je le place de cette manière-là. Et donc, du coup, c'est aussi une manière de pouvoir, de pouvoir exprimer sa créativité à terme, en fait. Exactement. Et moi aussi, tu vois, il y avait le débat un peu, est-ce qu'on doit faire des choses gratuitement ou pas? C'est pas forcément la question là. Moi, je suis pas contre, surtout au début. Et l'idée, c'est que des fois, ces petits projets, en fait, moi, je pars du principe que une personne, en fait, peut t'amener plein de clients. Il y a certaines personnes qui ont plus de potentiels clients. Par exemple, je travaille avec un entrepreneur qui a énormément de réseaux et qui travaille avec d'autres personnes qui sont dans ta cible. Il peut t'apporter beaucoup de clients. L'idée, c'est que, par exemple, si on te dit, voilà, moi j'ai une petite enveloppe, est-ce que tu peux m'aider? Tu sais que cette personne, tu as un bon relationnel avec elle déjà, et tu sais qu'elle a un gros réseau et qu'elle peut t'apporter d'autres choses. Peut-être pas, mais c'est un parti pris. Tu acceptes son projet en guise de prospection, en fait. C'est-à-dire que le projet ne va pas forcément beaucoup te rapporter sur le moment. Tu vas faire un projet, peut-être tu vas à peine t'équilibrer ou tu vas gagner 100 ou 200 euros, mais cette personne, elle va peut-être te recommander. Et du coup, tu vas rentrer dans son réseau à elle. Et là, en fait, tu pourras retrouver tes clients. Et il y a des personnes comme ça qui te demandent un petit travail, qui ont un gros réseau et qui te permettent d'avoir un autre réseau. Donc, du coup, tu as le réseau de ce client, de ce client, de ce client. Et quand tu as 10 réseaux différents, enfin une dizaine de réseaux différents, ben, tu peux commencer à marcher au bouche-à-oreille, à moins prospecter, même si je recommande toujours de prospecter. Même si tu refuses des contrats, ben, tu prospectes quand même, tu échanges. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs cercles parce qu'il y a des clients en fait qui se connaissent. Donc, du coup, tu es dans le même réseau. Donc, trois clients, ils vont te recommander les mêmes personnes. Donc, ça ne marche pas. Il y a des clients qui sont dans des boucles complètement opposées et qui vont t'amener vers d'autres trucs. Et moi, c'est ce que je fais des fois. C'est assez rare, mais je le vois comme une espèce de prospection payée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, je recommande à fond. Alors, c'est un peu de flair, mais je recommande quand même parce que c'est quand même. Ça peut des fois déboucher sur de belles choses. La seule règle, c'est d'être rentable, au moins. Voilà, c'est tout. Si le gars il dit j'ai une enveloppe de 50 euros, tu dis Hmm. bon bah à la limite tu peux me payer un resto, voilà, on va prendre un café ensemble, mais bon. Ce que je vois, c'est que tu discernes aussi ta cible. Tu connais exactement ta cible, mais c'est pas le client qui t'appelle, qui te dit, enfin un client qui t'appelle et que tu ne connais pas, qui est dans une cible qui ne t'intéresse pas et qui te dit, écoute, bah, viens travailler, je vais te donner de la visibilité. Non, c'est toi qui vois là où tu peux être gagnant en fait. Et ça, ben là, si tu fais une transition vers le bien connaître sa cible, ça aussi, hein. En gros, positionnement, offre, cible, pour moi, c'est les seuls trucs qu'on a besoin. On n'a pas besoin de site internet, de carte de visite, de logo, de machin. Si on a un bon positionnement bien clair, une cible ultra claire et des offres qui peuvent bouger, mais à peu près claires, c'est bon. C'est déjà, voilà. Le reste va venir tout seul. Au bout de 10 fois où il y a un gars qui dit excuse-moi, t'as pas un site, j'en ai marre d'aller sur ton Vimeo, sur ton YouTube. Tu fais un site vite fait, tu fais un site. Bam. Aujourd'hui, voilà, tes vidéastes, tu mets tes vidéos sur Vimeo. C'est un peu plus pro que YouTube quand même. Mm. Plus c'est gratuit.
moins que je ne sais plus combien c'est la limite de stockage. Mais voilà, la meilleure façon de trouver des clients pour moi, c'est de créer donc positionnement offre cible et d'avoir en face un gars qui achète. Là, tu dis, bon, j'ai créé une offre, il y a un mec qui m'a acheté, potentiellement, c'est mon client. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai une clarté par rapport à ma cible qui a évolué plusieurs fois. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens, je dis non, parce que je sens qu'ils ne sont pas dans ma cible. Et des fois, tu sens dans le discours, il y a des gens dans le discours, ils disent, moi, j'ai pas de budget. Mais la cible, c'est un truc, mais ça, c'est exactement pareil que la partie comptabilité chiffres. Mm. C'est pas sexy du tout. Tu n'as aucune manière de vraiment le vérifier. Parce que quand tu dis ma cible, c'est des entreprises, blablabla, tu as une association qui vient de voir, qui ont du budget, ils signent, ça marche. Tu dis merde, voilà. Mais c'est pas grave. Tu sais que, par exemple, ta cible, moi par exemple, aujourd'hui, avec ce que je vends, elle est en Gironde. C'est pour ça que je dis tout le temps, j'aide les entreprises en croissance, principalement en Gironde. C'est la phrase que j'ai tout le temps. En croissance, pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont déjà de la croissance, qui sont en train de passer un stade où ça marche bien, et ils ont un peu d'argent à mettre dans la communication. Je ne dis pas, j'aide les solopreneurs, les infopreneurs, les choses. Enfin, les infopreneurs, il y en a qui ont le budget, mais ou les indépendants qui font les débutants, les choses comme ça. Non, parce que je pourrais, mais déjà par rapport à ça, tu vois, et je pourrais encore plus nicher. Aujourd'hui, les boîtes avec qui je travaille, elles ont entre 1 et 5 collaborateurs, tu vois. Ça, avant, je ne pouvais pas te le dire. Maintenant, je sais que les gens avec qui je travaille, ils ne peuvent pas exercer leur activité seuls parce qu'ils ont trop de croissance. Déjà, des choses comme ça. En termes de chiffre d'affaires annuel, mensuel, je sais à peu près combien ils font. Chiffre d'affaires, tu vois, c'est que du chiffre d'affaires. Donc après, est-ce qu'ils ont des salariés ou des collaborateurs enfin, des collaborateurs, des indépendants, par exemple, qui bossent pour eux, mais ils sont à leur compte. Ces trucs-là. Et finalement, la cible, c'est juste ces trucs-là, quoi. Tu adaptes vraiment ton activité à ta personnalité, à ta vision des choses. Tu n'essayes Ouais. pas de copier le business de quelqu'un d'autre ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu vois ce qui marche avec toi, ce qui te plaît. Par exemple, pour LinkedIn, tu sens que sur LinkedIn, tu es à l'aise, tu aimes bien. Et là, tu trouves tes clients, tu y vas. Et tu n'essayes pas de copier, par exemple, des vidéastes qui seront plus sur Instagram ou sur TikTok. Et c'est ce que je conseille aux gens, c'est ça, c'est vraiment l'activité que l'on crée, c'est au service de notre vision, de notre vie, en fait. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou de faire le business de quelqu'un d'autre. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Mais je pense que la meilleure manière de démarrer, c'est de copier quoi que ce soit. Et moi, j'ai démarré en copiant Mm. sur pas mal de choses, sur tout en fait. Et petit à petit, tu commences à définir ton style, à avoir tes propres prix. Tu te rends compte qu'il y en a qui ont des équipes, d'autres pas d'équipes, etc. Mais aujourd'hui, ouais, on peut arriver. En fait, je pense que, tu vois, l'entrepreneur, c'est comme, tu vois, c'est comme un bébé. Petit à petit, il regarde un peu, il observe ce que font ses parents, machin et tout. Et là, moi, disons, je pense que mon entreprise, on va dire que je suis sorti de l'adolescence, tu vois, en termes de maturité. L'entreprise, elle a 3 ans. J'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai copié. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, ça va, les clients, ça va, j'ai un positionnement, des offres, des cibles. Il y a toujours des choses à améliorer, mais on commence à atteindre un niveau de stabilité agréable et, euh, et je commence à être moi-même, du coup, dans tout. Tu vois, le marketing, la communication, etc. Parce que, et dès que je trouve que quand ça marche pas ou quand ça marche peu, tu es là un peu, tu vas dans tous les sens, tu cherches des trucs, etc. Et tu te dis, mais tant que j'ai pas trouvé le bon schéma pour moi, parce que c'est assez incroyable finalement, chacun a sa propre stratégie. Tout le monde a les mêmes outils à la disposition et chacun fait son petit micmac. Voilà, je sais pas, sur LinkedIn, il y en a qui vont faire des carousels. Tout le monde peut être sur LinkedIn, mais il y en a qui vont faire des carousels, il y en a qui vont poster le matin, l'après-midi. Tu as beau entendre ce qu'il faut faire, à un moment donné, il faut arriver à trouver ton propre combo. Et ça, c'est dur, c'est long, c'est chiant, mais une fois que tu arrives à trouver cette stabilité, qui n'est d'ailleurs pas figée, parce que demain, LinkedIn tombe, voilà, c'est aussi un parti pris que j'ai pris d'être à 100% sur LinkedIn et de développer mon réseau là-dessus. Bon, j'y crois assez moyen. J'ai plus peur que LinkedIn devienne le nouveau truc où il y a tout le monde. Donc pour l'instant, ça va. Mais voilà, je pense aussi à d'autres choses. Je pense long terme, en fait. Et c'est pour ça que dans ma stratégie de prix, je pense long terme. Ma stratégie avec mes clients, j'agis comme un partenaire.
Là, on a parlé de toute cette partie-là. Tu as annoncé tout à l'heure la partie trésorerie qui est importante. J'ai d'ailleurs très survolé le sujet. Et du coup, tu vois, pendant le confinement, il y a des sujets comme la trésorerie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit article sur LinkedIn que vous trouverez. Je crois que c'est mon dernier article que j'ai fait sur les 3 choses que j'ai appris pendant le confinement, dont la trésorerie. Et c'est un article très, très pratique. Et je me suis rendu compte que finalement, alors nous, micro-entrepreneurs, moyennes et parfois des très grandes boîtes, ils n'avaient pas de trésorerie. Et je trouve que le Covid a révélé cette chose-là. Donc, l'importance de la trésorerie. Pourquoi aussi pour avoir une sécurité en matelas. C'est-à-dire que demain, moi, l'idée, tu vois, par exemple, c'est que là, on va parler un peu. Putain, on dirait que je suis un gars qui fait la compta et de la fiscalité et tout, mais pas du tout. Mais en fait, moi, ce que je recommande aux gens, mais à tout le monde, perso, pro, prenez un tableau Excel. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est ma copine qui m'a dit de le faire. Mais c'est juste incroyable, et surtout quand tu as un business. Et tu notes loyer, courses, sport, mutuelle, portable, toutes tes dépenses fixes mensuelles. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu dois payer ça tous les mois. Ça a 2 intérêts. L'intérêt perso, c'est que quand tu es en micro-entreprise et que tu flippes, parce que tu dis putain, il faut que ça marche, tu vas dire en fait, bah, mes charges, elles ne sont pas si élevées. Tu vas voir que, pour la plupart, on a besoin de moins de 1 000 € pour vivre. Tout compris. Hein. Et là, je compte le coiffeur, la mutuelle, je compte tout. OVH, je paie 99 centimes par mois sur iCloud pour avoir 50 gigas de stockage. Je compte tout. Je t'enverrai mon tableau si tu veux. Et du coup, par rapport à ça, donc côté perso, ça te permet de souffler parce que tu dis j'ai besoin de ça. Et tu dis, bah, ok, mais mes prix, par exemple, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que je ne pourrais pas mettre, par exemple, si tu as besoin de 800 € par mois pour vivre, tu dis, il faut que j'ai au moins un produit, que je vende un produit à 800 € par mois. Il faut que j'arrive à ça, petit à petit, avoir un produit minimum 800 €. Tu dis, si j'en vends 12 par an, je peux vivre. Juste vivre, mais tu peux vivre. L'objectif, c'est d'en vendre plus. Et déjà, ça t'enlève une pression. Et après, sur la partie entrepreneuriale, tu dis, OK, bon, dans tous les cas, imaginons si la vie te coûte 1 000 balles par mois, tous les mois, tous les ans, quoi qu'il arrive, tu dois sortir 12 000 balles. Il n'y a pas de débat, tu dois sortir 12 000 balles. Donc déjà, dans ton business model, tu mets moins 12 000. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui le fait parce que c'est de l'argent que tu envoies et sur une année, tu ne le sens pas. Tu ne prends pas moins 12 000 dans la face. Tu te dis, bon, bah, j'ai payé mon loyer, j'ai fait des courses comme tous les mois. Et quand tu as cette vision-là, bah déjà, tu dis, par exemple, moi, pour mon lifestyle, je veux gagner, je sais pas, 2 000 € par mois. Et ben, il faut que tu fasses 2 800 € par mois, en fait. Tu vois, par exemple, si tu veux vivre juste avec 2 000 € juste pour du lifestyle et que tout ce qui te coûte est payé. Donc, du coup, c'est plus 2 000, c'est 2 800 que tu dois faire. Bon, tu arrondis à 3 000, du coup, tu dois faire 3 000 € par mois. Tu vois, par exemple. Et du coup, tu fais 3 000 fois 12, ça fait quoi? Ça fait 36 000. C'est 36 000. Et du coup, bon, ok, mais tu as un objectif à 36 000. Si tu fais 36 000 €, ça veut dire que tu dépasses le plafond de 34 000 € De la de la TVA. micro-entreprise. Ça veut dire que tu dois payer de la TVA, etc., etc. Tout ça parce que tu te dis, je veux gagner 800 €. Je dois lâcher 800 € par mois. Et c'est parti d'un calcul simple et ça découle toute ta stratégie. Donc, et ça découle aussi, la question initiale, c'était la trésorerie. Ça découle la question sur la trésorerie. D'où l'importance de faire la trésorerie. Parce que si tu dois envoyer 12 000 par an, plus ton chiffre d'affaires, plus tu veux faire de la trésorerie, ça fait cogiter. Donc, du coup, voilà l'importance de penser à ça et surtout d'avoir un matelas de trésorerie. Moi, ce que je recommande, c'est que, pour reprendre l'exemple, si la vie te coûte 1 000 balles par mois, tu mets 12 000 € de côté. Voilà. Tu prends 12 000 et tu les mets de côté. C'est-à-dire que si pendant un an, tu es en grosse galère, tu as 12 000 € de côté. Après, stratégie, quoi faire avec cet argent, le faire fructifier, tout, c'est pas mon métier, mais je recommande. Donc voilà. Bon, la trésorerie, ouais, ultra, ultra important, quoi. Franchement, hyper cool, hyper cool. Tu lâches des vraies infos. Je lâche tout ce que j'ai parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand c'est gratuit, les gens, ils se disent, ouais, Bah, je pense qu'il y aura, j'espère en tout cas qu'il y aura quelques personnes qui vont écouter. Et aujourd'hui, euh, je suis persuadé que si tous les gens qui écoutent ce podcast, ils prennent un tableau et qui font le calcul, par exemple, combien je veux avoir de chiffre d'affaires par mois, juste ça.
Ils mettent un papier, ils disent, je veux faire, allez, 3 000 € par mois. Rien qu'en faisant ça, en foutant 3 000 € par mois sur un tableau et se dire, janvier, je dois faire 3 000, février, je dois faire 3 000, etc., je suis sûr que rien que ça, leur business, il tourne mieux. Rien que ça. Parce qu'ils vont dire, bon, mais je dois faire 3 000 € par mois, je vends des trucs à 300 balles, ça passe pas. Donc, je dois augmenter mes prix. OK. Il augmente ses prix, donc il va gagner plus. Il va atteindre une nouvelle cible, etc. Juste en faisant ça. Et en gros, moi, mais le truc, c'est que là, c'est gratuit, donc les gens, je pense qu'ils s'en foutent. Mais si vous vous intéressez aux chiffres, et là, je ne parle pas d'être bon en chiffres. Moi, je suis très mauvais en maths. Hein. J'ai pris des cours en maths, je suis au moins une bille. Mais quand c'est ton entreprise, tu as une vision qui est différente, tu intègres différemment les choses, avec des basiques. Et le fait de s'intéresser aux chiffres, mais ça, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que tu coches des cases, tu réponds à des questions en 2-2 parce que tu dis, OK, bon, il va falloir que je prospecte plus, il va falloir que je change de cible, mon offre ne correspond plus. Si je vends ça, il va falloir que j'investisse dans une nouvelle caméra, etc. Et de suite, pif, ça va mieux, quoi. Et moi, ça m'a débloqué. Et je ne pensais pas le dire, mais les chiffres m'ont permis, c'est une partie, de faire décoller mon entreprise, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Avoir Tu cette as vision. le droit de pas être d'accord, d'ailleurs. Bah, au niveau des chiffres, ce serait compliqué. Voilà. T'es plus matheux, toi, de base? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Enfin, si. Pas de Si. Non, si, j'aime beaucoup les maths quand il s'agit de tout ce qui est entrepreneuriat, en fait. Là, j'aime beaucoup les maths. Je suis dur à énormément calculer les choses, essayer de comprendre. T'es Euh, pareil que moi. Si on voilà. te dit théorème de Pythagore et tout, tu comprends rien. Et si on te dit, OK, il faut lancer tel produit, même faire un Excel et tout, tu fais OK, tac. Là, pour moi, Voilà, exactement. c'est pareil. Des Exactement. maths pratico-pratiques sur le côté entrepreneurial. Là, C'est ça. ça m'a- C'est ça, c'est ça. Donc, et j'ai une dernière question, et je pense que tu as un peu répondu à ça durant l'épisode, mais quelle est ta vision dans un an, par exemple, de ton entreprise? Ouais, alors c'est marrant. J'ai appelé quelqu'un hier, un partenaire enfin un gars que j'ai parlé sur LinkedIn, et il m'a posé la même question. Je suis un peu chaud sur la réponse. Même si je vais te formuler ça différemment. Globalement, comme on a échangé tout à l'heure, en fait, moi, j'ai créé un business lifestyle. Donc, je ne veux pas créer un empire. Donc, déjà, en termes de chiffre d'affaires, etc., c'est plus rapide à atteindre. Si je te dis, moi, je veux atteindre 100 000, 1 million, bon, il y a de la marge, quoi. Mais par rapport à ce que je veux atteindre, on est quand même très proche de ce que je veux atteindre. Donc, du coup, dans un an, globalement, ce que je vois, euh, c'est quasiment la même chose, en fait. En termes de l'équilibre vie perso, vie pro, la même chose. Par contre, si je peux être meilleur au golf, ça m'irait bien parce qu'il y a du boulot là-dessus. Mais le côté pro, non, en fait, verrouiller des crans, tu vois, en termes de stabilité, euh, toucher les plus gros clients. Et l'idée, c'est d'avoir de moins en moins de clients avec de plus en plus de gros budgets. Bon, ce n'est pas forcément un objectif long terme, c'est plutôt un objectif long terme parce que c'est déjà en cours. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Et après, il y a un truc que j'ai toujours eu du mal à faire. Enfin, je ne suis jamais focus dessus. Mais ça, je pense que ça vient avec le temps. C'est une sorte de maturité qui vient. C'est avoir un branding beaucoup plus fort. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler petit à petit. J'en ai pas fait une priorité. Peut-être que je devrais. Mais avoir un branding en termes de couleurs, de phrases, d'accroches, de présentation qui marque un peu plus les esprits. Donc ça, c'est en cours. Sur cette partie-là, j'y travaille et tu vois déjà le fait d'être sur LinkedIn, de créer plus de contenu, de parler avec des gens, ça se fait. Là, je suis en train de repenser à mon site, qui n'est pas du tout une priorité. Ça fait très longtemps que je dois le refaire. Je suis en train de réfléchir sur papier comment je pourrais faire pour avoir un site qui matche plus avec qui je suis. Donc voilà, après, pas forcément d'équipe. Pour l'instant, je suis bien solo, même s'il m'arrive de collaborer avec des gens sur des projets. Et ça, c'est un truc que j'aime. C'est-à-dire que des fois, il y a le côté, donc je chapeaute un projet, je suis en mode chef de projet, je fais la partie vidéo et je bossais avec une partenaire sur le côté genre social media, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que souvent, c'est des plus grosses enveloppes. Je travaille avec des personnes que j'aime bien. Et du coup, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, et après, en termes de chiffre d'affaires, non, là, pour être transparent, tu vois, cette année, je suis encore au micro. Et en fait, j'ai un faux problème. C'est qu'en fait,
je ne veux pas dépasser le plafond cette année et je pense que ça va être très compliqué. Le plafond pour payer la TVA, donc le plafond qui est à 34 500. Et je suis un peu embêté parce que je ne pensais pas, mais en fait, je crois que je vais enfin, je crois, c'est même sûr, je vais le dépasser. Je ne voulais pas le dépasser. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allé voir ma courtière et elle m'a dit, cette année, tu ne dépasses pas le plafond, tu es vraiment comme ça. L'an prochain, tu es encore en micro, mais tu n'as pas la TVA. Pourquoi? Parce que comme tu sais, c'est qu'une fois que tu déplaces le plafond une seule fois, après, tu as la TVA. Et il m'a dit, cette année, fais l'effort. Et c'est dur parce que, tu sais, quand ça commence à marcher, que tu dois un truc, donc je pense que je vais signer des trucs, mais je vais étaler les paiements, en fait. Que je fasse signer des trucs ou autre. Et l'an prochain, du coup, je resterai en micro. Et je pense que la micro, je prendrai ma décision l'an prochain. Mais je pense que je vais rester en micro un bon petit moment. Et du coup, donc l'an prochain, rester en micro et acheter mon premier appart. Donc là, l'idée, c'est d'acheter un studio à Pau. Donc, commencer à préparer ma retraite donc, via l'immobilier. Et là, ce ne serait pas pour avoir du gros cash flow et autres. Ce serait pour avoir le côté patrimoine. Et ça, c'est l'objectif de l'année prochaine, quoi. Normalement, c'est janvier 2021 que j'attaque. Donc voilà, ça, c'est un peu l'objectif, tu vois, dans un an. Voilà, l'entreprise qui est plus solide, commencer à avoir un ou deux biens dans l'immobilier pour sécuriser tout ça. Voilà à peu près, dans le désordre, ma vision à un an, quoi. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, enfin tout m'a intéressé, mais il y a un point en particulier que je trouve hyper intéressant parce que je crois que c'est la première fois que je l'entends. Tu comptes acheter un bien immobilier en micro-entreprise. Ouais, et c'est totalement possible. Tu peux m'en dire un peu plus? C'est possible. Alors, je ne suis pas courtier, je ne suis pas banquier, mais c'est possible. Et je suis pas non plus. Alors là, je sors ma casquette, je ne suis pas du tout un expert de l'immobilier, mais c'est possible. Pour te donner l'exemple de ma courtière, elle a acheté son bien, elle était en micro. La première année où elle a eu sa micro, elle a acheté son bien. Waouh. Normalement, alors là, c'est en diagonale. Je connais pas, elle me l'a dit. Donc après, je connais pas la situation de son mari. Je ne connais pas sa situation, je ne connais pas son chiffre d'affaires, je ne connais pas tout ça. C'est possible. Généralement, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, mais généralement, donc, quand tu es en micro-entreprise, il faut vraiment montrer patte blanche, quoi. Il faut vraiment être solide. Généralement, il faut 3 années de bilan, avec voilà, 3 années avec 3 beaux bilans. Arriver avec un apport, donc un apport en fonction de ton bien. Voilà, moi, je pars sur un bien, je pars tranquille, tu vois, le premier sera à 100 000 euros. 100 000 euros, pas 5 000, 100 000 euros. Donc, Amélie, il faut que tu arrives au moins avec 10% en apport, donc 10 000 euros. Et elle m'a dit, c'est possible, c'est faisable. Elle m'a dit, après, on verra. Sachant que moi, j'ai monté ma boîte en 2018, mais je l'ai montée fin 2018, donc ça a fait genre 2018, j'ai fait 3 mois d'activité, donc j'ai quasiment rien fait. 2019, je suis parti à Dublin, 3-4 mois, plus, voilà, c'était l'année expérimentale, j'ai fait autre chiffre d'affaires, plus Pôle emploi. Et 2019, j'ai déjà dit, non, 2020, 2020, là, c'est un peu l'année pilier, en fait, l'année de référence, comme ils disent, où voilà, tu es à 100% à ton compte, tu fais ton truc. Donc, elle m'a dit c'est possible et on verra. Mais après, ça dépend de pas mal de critères. Mais si tu as avec 3 bilans, 3 beaux bilans, un apport et un projet qui tient la route, oui, c'est possible. Et il y a pas de. Et là, attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas que tous les micro-entrepreneurs, tous les micros peuvent investir en immobilier. Voilà, mais plus ton entreprise est solide en micro, voilà, moi je lui dis, elle me dit si demain tu viens me voir, je sais pas, pour acheter un bien à 400 000, à 500 000, on va te regarder différemment. Là, c'est pour un investissement à 100 000 euros. Voilà, donc c'est différent. Elle m'a dit, tu es jeune. Il y a différents critères qu'elle m'a dit font que c'est possible. Super cool. Voilà. Et après, voilà, c'est-à-dire que moi, le message que je veux passer là, c'est au lieu de vous dire, merde, c'est pas possible ou quand est-ce que je pourrais le faire, développez vos boîtes à fond. Et si vous arrivez avec des belles boîtes en bonne santé, bah déjà, il y a un apport. Voilà. Mais si vous allez d'abord la banque la première année, que ça ne marche pas trop et que vous n'avez pas d'apport, il faut y aller. Pour aller voir un courtier, c'est gratuit, mais il va vous recevoir, quoi. Donc, ouais, c'est possible. Super cool. Bah, il y a beaucoup d'informations. En tout cas, moi, j'encourage tous ceux qui vont écouter cet épisode à vraiment prendre une feuille, le noter et même, je pense même à le réécouter. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de sujets dont tu as parlé que j'avais prévu de parler ensuite dans d'autres épisodes.
C'est vraiment des sujets qui sont un peu mal perçus, qui ont l'air un peu compliqués pour certains, un peu flous. Et donc, je pense que c'est bien d'en parler pour que les personnes puissent se rendre compte un peu de cet aspect business, stratégie, qui, qui est très important. Comme je le dis dans un épisode, c'est la colonne vertébrale pour que pour qu'un vidéaste puisse en vivre, en fait. C'est vraiment la colonne vertébrale, c'est hyper important et c'est comme ça que on peut aussi ensuite pouvoir vraiment développer notre créativité, développer, par exemple, moi, un de mes buts, c'est vraiment d'être dans la réalisation de, courts-métrages, de films. Pour arriver à ce niveau-là, faut c'est important pour moi d'avoir une boîte en bonne santé. Sinon, c'est impossible. En ayant une boîte en bonne santé, je peux réinvestir de l'argent dans des projets comme je fais actuellement, dans des courts-métrages. Donc voilà. Et c'est ce que tu dis, c'est que par rapport à ton objectif, c'est-à-dire que plus ça marche au niveau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que moins tu as de clients, plus tu as de gros budget, plus on est, bon après ça dépend du projet, mais tu vas avoir de temps pour, alors je sais pas toi si tu veux monter un business lifestyle ou un business empire, mais moi l'idée tu vois c'est quand tu as moins de clients et que tu as des plus grosses enveloppes, tu as plus de temps après pour faire du sport, faire tes trucs, tu vois. Donc, pour l'aspect réalisation, si tu veux monter un court-métrage en mode, tu sais que c'est un court-métrage un peu à blanc, perso, qui n'est pas payé ou autre, mais que tu veux te faire un book, tu as du temps pour ça. Donc, c'est aussi, voilà, mais l'aspect financier, après, ça dépend des gens, comment ils abordent, leurs priorités, leur situation, etc. Mais c'est un sujet qui peut être très sexy. Franchement, qui peut être très sexy. C'est bien abordé de manière simple. Moi, tu vois, je ne suis pas du tout à l'aise avec le sujet. Finalement, j'arrive à en parler, c'est un truc. Toi aussi, c'est un sujet voilà, qui te parle. Et de base, on n'est pas des banquiers, des financiers, des comptables, mais on a compris le truc. Après, il faut avoir ce déclic des fois, qui est un peu long à capter que c'est vraiment pertinent. Mmh. Clairement, clairement. Où est-ce qu'on peut te retrouver à peu près sur les réseaux? Pour ceux qui voudraient même, je pense que si certains ont envie de t'envoyer un message ou de voir ce que tu fais. Ouais, alors pour un Oui. café, j'habite à Bordeaux. Sinon, principalement sur LinkedIn. Donc, vous tapez Loïc Passicos, pas de piège. Et après, non, je renverrai principalement sur LinkedIn pour échanger et autres. C'est-à-dire que là, vous avez une réponse en 1 heure, quoi. Voilà. Après, mon site loicpsc.com qui est en refonte, il y a des petites choses dessus. Euh, et après, pour mon book, sur mon Vimeo. Mais globalement, si vous voulez parler, venez sur LinkedIn, on pourra échanger. Hyper Voilà. cool, hyper cool. Bah, en tout cas, je te remercie vraiment, c'était vraiment Et hyper merci. intéressant. Et en tout cas, je te souhaite d'évoluer encore plus dans ton activité. Ouais, merci, toi aussi. Merci pour l'invitation, c'est cool. Et je le redis, tous qui écoutent ce podcast, écoutez vraiment ce podcast. Je ne sais pas si vous avez écouté les premiers épisodes, mais il y a beaucoup de valeur et c'est très pratico-pratique. Il y a pas de vent, quoi. Donc moi, pour avoir écouté, ça en a fait 5, je crois, avant. C'est ça, ouais. 5. J'ai écouté les 5. Je les ai consommés comme si je regardais une série sur Netflix. Tellement ça passait. Alors, les premiers étaient assez courts, mais je les ai vraiment consommés facile, quoi. Parce que je me sentais concerné en étant vidéaste et entrepreneur. Je trouve que c'était vraiment top, quoi. Ah, merci Donc, beaucoup. podcast. Super cool. Bah, en tout cas, je te dis à plus. Yes, merci à toi. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu es arrivé jusqu'à là, c'est vraiment super. C'est que tu es vraiment déterminé et motivé dans ton activité. C'est quand même 1h30 plus et plus d'1h30 d'informations. Donc c'est vraiment génial. Et je te dis à la semaine prochaine dans un café avec un vidéaste.